secrétaire général adjoint des Nations Unies, procureur du mécanisme international appelé à exercer des fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, cher ami Serge Bramertz, M. Mbaké Fall, ex-procureur général de Chambre africaine extraordinaire et premier avocat général de la Cour suprême du Sénégal, Madame Abi Diallo, présidente de l'Association de juristes sénégalaises, chers participants à vos rangs, titres et qualités. C'est un immense plaisir de prendre la parole ici à l'occasion de notre cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur les droits des femmes. Cette rencontre de grande qualité est le fruit d'une nouvelle collaboration entre notre bureau et l'Association de juristes sénégalaises et sa présidente, Madame Abi. Nous nous réjouissons de cette belle coopération et félicitons toute l'équipe de l'AGS pour ses efforts et sa mobilisation pour réaliser cette activité. Je me réjouis d'ores déjà des nouvelles collaborations de ce type. Je tiens également à remercier tout particulièrement le ministre de la Justice de la République du Sénégal, Ismaïla Madior Fall, qui, malgré son emploi du temps très chargé, a trouvé le temps de présider cette cérémonie d'ouverture. Avec votre ministère, nous avons déjà publié un extrait d'instrument juridique pour l'équité de genre, et votre présence aujourd'hui montre une fois de plus l'importance que votre ministère accorde aux droits des femmes. Comme autre invité d'honneur, je voudrais saluer le procureur des mécanismes et mon ami Serge Bramertz, qui a pris l'avion depuis Bruxelles spécialement pour cette manifestation. Serge n'est pas seulement l'une des personnalités les plus connues dans la lutte contre l'impunité sur le continent, mais aussi une amie particulière du Sénégal qui visite régulièrement pour des formations, des entraînements et des conférences. Je tiens à remercier et saluer les membres du corps judiciaire des différents ministères sénégalais, les acteurs de la société civile concernés et tous les participants qui nous ont fait l'honneur de leur présence pour faire de cette conférence un succès. Mesdames et messieurs, chers participants, la raison de notre rencontre aujourd'hui est double. D'une part, nous voulons présenter au public manuel pour la poursuite des violences sexuelles liées au conflit que notre bureau a élaboré en collaboration avec les mécanismes internationaux appelés à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. D'autre part, nous voulons profiter de cette occasion pour faire un bilan de l'état des droits des femmes au Sénégal et déterminer dans quelle mesure les traités et conventions internationaux ont été intégrés dans le droit national et sont appliqués. Vous allez tous recevoir votre copie de manuel après la remise symbolique au ministre. Même s'il adresse en premier lieu au procureur cette manuel, il s'agit d'une publication très utile et très intéressante pour les autres organes de l'État et de la société civile, même pour les pays qui ne se trouvent pas dans un contexte de conflit. Il définit des notions fondamentales dans le domaine de la violence sexuelle, comme par exemple les éléments des crimes de violence sexuelle, et explique de manière simple et claire les principes juridiques fondamentaux dans la poursuite des délits, comme par exemple les mots de responsabilité. Tout cela a également une signification importante pour les organes de l'État et la société civile de ces pays. Je tiens à remercier une nouvelle fois expressement Serge Bramertz et Laura Veil du mécanisme pour leur excellente collaboration. Dans le contexte des développements actuels en matière de sécurité dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, le manuel a également acquis une actualité qui était difficilement imaginable il y a encore quelques années. Comme vous le saviez mieux que moi, les groupes terroristes sont actifs en Afrique de l'Ouest du centre depuis plus de décennies déjà, mais la situation sécuritaire dans quelques pays comme le Mali et le Burkina Faso s'est encore fortement détériorée cette dernière année. Cette nouvelle dimension du conflit armé continue de progresser en direction du golfe de Guinée. Dans le contexte de l'aggravation de la situation sécuritaire au Sahel, la justice et les organes de sécurité sont soumis à une forte pression, surtout dans le domaine de la poursuite pénale. Il faut noter que les violences sexuelles font partie intégrante des conflits armés. Certains groupes l'utilisent même comme une stratégie ou une arme de destruction de la population. Elles touchent les groupes les plus vulnérables, parmi eux notamment des femmes et des enfants, et souvent restent impunis à cause du manquement des capacités des secteurs judiciaires
mais aussi à un manque de connaissance de collecte de preuves et de la poursuite de ces violations graves. La publication de ces manuels vise à remédier à cette situation. Mais même indépendamment du contexte conflictuel, la violence à l'égard des femmes et des enfants reste la violation des droits de l'homme la plus répandue et la plus omniprésente dans le monde. Selon les estimations mondiales de l'OMS, dans son rapport Prévalence de la violence à l'égard des femmes, 35% des femmes, soit près d'une femme sur 3, déclarent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part d'une partenaire intime ou de quelqu'un d'autre pour leur vie. Et cela m'amène à la deuxième raison de cet événement, qui est de faire un état de lieu de la mise en œuvre des droits des femmes au Sénégal. D'une part en ce qui concerne l'application du droit national, et d'autre part en ce qui concerne l'application des conventions et accords internationaux dans ce domaine. Il convient tout d'abord noter que l'État sénégalais a réalisé ces dernières années d'énormes efforts pour améliorer son cadre institutionnel et juridique afin d'accélérer l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et en adoptant un certain nombre de textes. En effet, les articles 7, 8 et 25, entre autres de la Constitution sénégalaise, soulignaient respectivement la protection contre toute mutilation physique, l'interdiction à la punition du mariage forcé dans les conditions fixées par la loi, l'interdiction de la discrimination entre hommes et la femme devant l'emploi. Dans le préambule de la nouvelle Constitution de 2016, il est mentionné que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en est une partie intégrante. Et bien sûr, dans les dispositions de certains codes aussi, on y voit clairement de la place de la femme. Dans la Code de la famille, par exemple, il y a des dispositions qui sont favorables à la femme, comme le consentement au mariage, l'interdiction du mariage précoce ou forcé, le divorce, l'héritage favorable aux veuves et aux filles, etc. Très important, en ce qui concerne le code pénal, toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles sont passables d'une peine. La criminalisation du viol depuis l'année 2020 reste une grande mesure de protection des femmes et des filles. Et là, toutes ces bonnes lois pour la protection des femmes pleines de bon sens posent en premier lieu sur la question de leur application pratique au quotidien. C'est la question que nous voulons approfondir avec des experts de haut niveau lors du panel 2. Il est clair que malgré la mise en place d'un environnement juridique favorable, il reste d'énormes défis à relever. De nombreuses causes continuent d'entraver l'accès des femmes à la justice. Parmi ces raisons, je voudrais en mentionner deux en particulier. Un grand nombre de femmes et même d'acteurs de la société civile manquent encore d'informations sur leurs droits et sur la manière de le faire valoir. En outre, la nature délicate et très sensible des crimes concernés, comme par exemple les violences sexuelles et domestiques, peut parfois empêcher les femmes de se tourner vers la police et le système judiciaire pour demander de l'aide. Les recherches sur l'accès à la justice pour les femmes et les enfants ont montré que les victimes ont souvent trop peur ou trop honte pour demander de l'aide. Un autre aspect important de la mise en œuvre des droits des femmes, en particulier dans les affaires civiles, est le coût financier associé à l'engagement d'un avocat ou à la participation à un procès. Non seulement pour les personnes à faible revenu, ces considérations financières constituent un obstacle majeur à l'obtention d'une réparation par le biais du système judiciaire, en particulier dans des affaires telles que la garde d'enfants et la pension alimentaire. Les conventions internationales sur les droits des femmes et leur mise en œuvre sera débattues avec des experts de haut niveau dans le cadre du premier panel. Dans ce contexte, le protocole de Maputo revêt certainement une importance particulière. Adopté au Mozambique en juillet 2003, le protocole de Maputo crée de nouveaux droits pour les femmes du continent. Il est entré en vigueur en novembre 2005 après avoir été ratifié par 15 États membres de l'Union africaine, dont le Sénégal. Il reconnaît et garantit une large gamme de droits civils et politiques pour les femmes, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. Le Sénégal a certainement fait de gros efforts dans la mise en œuvre du protocole.
ce que me confirmera Monsieur le ministre, qui en a parlé récemment, entre autres, ces mois de mai en Gambie à la Commission africaine des droits de l'homme et de l'homme. Et là encore, la question de l'application pratique dans la vie quotidienne des gens se pose. Comment le mettre en œuvre dans le contexte local spécifique si ces règles ont une forme plutôt symbolique, en méta-niveau, en tant que droit abstrait, ou si elles se traduisent dans la réalité de vie de femmes. Chers participants, en définitive, on souhaiterait, au sortir de ces colloques, que chacun de nous puisse analyser l'efficacité et l'effectivité des règles de protection des droits de la femme et identifier en ce qui concerne son rôle. Enfin, je me réjouis d'avance de la sélection de sous-thématiques qui seront traitées aujourd'hui. J'attends avec impatience vos contributions que je suppose déjà de qualité avec cette belle composition d'intervenants de haute facture, vous aussi expérimentés. Je pourrais oublier Madame Abi Diallo, présidente de l'Association des juristes sénégalaises, d'abord pour son engagement au quotidien dédié à la cause des femmes, mais aussi pour l'excellente collaboration dont ils ont fait preuve jusqu'ici. Et je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente conférence. Donc il y a une semaine, c'était la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. C'est en fait une journée annuelle mise en place par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies il y a 12 ans pour attirer l'attention chaque année à ce fléau et d'appeler la communauté internationale à tout d'abord essayer de mettre fin à la violence en temps de conflit, d'honorer les victimes et les survivants des violences sexuelles dans le monde, mais aussi de rendre hommage à ceux qui, tous les jours, luttent contre la violence sexuelle, beaucoup d'entre eux qui ont perdu eux-mêmes leur vie. Le Conseil de sécurité et les Nations unies, depuis lors, ont souvent adressé ce problème. Le secrétaire général des Nations unies a nommé toute une série, depuis des années, de conseillers spéciaux pour la protection des enfants en temps de conflit, la prévention des génocides. Et très souvent, les Nations unies, avec toute une série de résolutions, ont fait le lien entre les conflits, la violence sexuelle, le crime organisé, le terrorisme, la traite des êtres humains. En fait, nous le constatons certainement comme procureurs et les magistrats d'entre vous qu'on ne peut plus voir ces crimes d'une manière isolée, mais il faut les voir ensemble. Si on regarde un peu l'histoire de l'humanité et si on regarde tous les conflits qu'il y a eu sur le continent africain et ailleurs, on voit que les nombres de victimes des violences sexuelles en conflit sont très variés. Une des raisons étant que le plus souvent, il n'y a pas de poursuite. Le plus souvent, ces crimes ne sont même pas rapportés. Quand on regarde les chiffres, quand on parle du génocide au Rwanda, les estimations sont entre 100 000 et 250 000 femmes victimes de viol. La guerre en Sierra Leone, on parle de 60 000. En Libéria, on parle de 40 000. En RDC, où des conflits ont eu lieu à de nombreuses reprises, on parle de plus de 200 000 victimes de violences sexuelles. Quand on regarde le monde aujourd'hui, force est de constater que, pas seulement pour les crimes sexuels, mais d'une manière générale pour les crimes internationaux, l'impunité est la règle et la poursuite l'exception. La justice internationale a en effet par moment des difficultés à fonctionner. Quand vous regardez les juridictions internationales qui ont existé, à Nuremberg, où les auteurs de l'Holocauste ont été poursuivis, les crimes sexuels ne faisaient pas partie des actes d'accusation. Si vous regardez les juridictions ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, nous avons eu 50% dans nos dossiers ont inclus dans les actes d'accusation les crimes sexuels. Et ces deux juridictions ont joué vraiment un rôle très important, aussi en préparation de la mise en place de la Cour pénale internationale, pour donner
beaucoup plus d'importance dans la justice internationale aux violences sexuelles, notamment en reconnaissant les violences sexuelles comme crimes contre l'humanité, comme torture, même comme élément constitutif de génocide, l'esclavage sexuel étant aussi considéré comme un crime contre l'humanité. Donc, les juridictions ad hoc ont vraiment pu avancer la notion de crime sexuel, surtout en établissant aussi très clairement que les crimes sexuels, en fait, sont le plus souvent utilisés comme une arme de guerre. Traditionnellement, il y a toujours eu cette idée qu'en fait, les crimes sexuels se passent en parallèle avec un conflit et ne sont pas directement liés au conflit lui-même. Entre-temps, je crois que tout le monde a bien compris que les violences sexuelles souvent sont planifiées, ont un objectif à déstabiliser une société, ont un objectif de torturer. Avec la fermeture des juridictions ad hoc pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie, qui ont joué un rôle important, et avec la CPI, qui évidemment est un tribunal de dernier ressort, qui intervient uniquement quand les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou la possibilité d'intervenir, ça relève vraiment des juridictions nationales de reprendre le flambeau, et c'est aux juridictions nationales de faire le travail de poursuite. C'est de nos jours beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans, parce que beaucoup de juridictions nationales ont soit intégré le statut de Rome qui permet la poursuite des violences sexuelles en conflit sur le plan national. Les notions de compétence universelle sont de plus en plus reconnues. Et c'est dans ce contexte que nous avons eu le plaisir et l'avantage de donner des formations à des magistrats un peu partout dans le monde, que ce soit sur le continent africain, en Europe, en Amérique latine ou en Asie, parce qu'en fait, la justice est toujours la mieux servie au niveau national, à proximité des communautés d'auteurs et de victimes. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 15 ans, nous essayons de trouver toujours les ressources nécessaires pour donner des formations à des collègues magistrats. On a eu le plaisir, il y a un an, d'avoir une formation commune ici avec les collègues de 5 pays de la région. Et nous nous sommes vraiment fixés comme objectif d'avoir un manuel de formation pour les magistrats, un manuel que Ingo avait déjà montré, où nous avons en fait essayé de résumer 20 années d'expérience en matière de conflits sexuels, parce que souvent, nous avons remarqué que les auteurs sont souvent des réfugiés, dans votre pays aussi, et un peu partout dans le monde. Vous savez, nous, on a, pour le tribunal du Rwanda, vous connaissez évidemment tous l'histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda, eh bien, ce n'est qu'il y a quelques semaines que nous avons arrêté un des derniers fugitifs en Afrique du Sud, qui est soupçonné d'avoir tué plus de 2000 femmes et enfants dans une église au Rwanda. Il est actuellement arrêté en Afrique du Sud. Il sera, espérons-le, transféré au mécanisme bientôt, et ensuite son procès aura lieu à Kigali. Tout ça pour dire que la justice nationale joue un rôle de plus en plus important. Donc je me réjouis dès lors, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, Madame, que nous avons ensemble lancé cette initiative d'avoir d'une part le lancement de ce manuel de formation et d'autre part d'avoir une journée de réflexion. Je parle évidemment uniquement de violences sexuelles en temps de conflit, mais nous savons tous que la violence conjugale, la violence au sein des familles, la violence dans la société reste un problème très important. En préparant la conférence, je regardais un des derniers rapports du PNUD où en fait ils élaboraient dans leurs conclusions que même aujourd'hui, parmi les personnes interviewées partout dans le monde, 25% des personnes interviewées estimaient toujours que la violence contre les femmes était acceptable, était légitime. Et tant que nous vivons dans une société où c'est considéré comme normal, que la violence est considérée comme normale, certainement violence à l'égard des femmes, je crois que nous avons encore un très grand défi et j'espère que les discussions que nous allons avoir aujourd'hui vont nous aider à identifier une fois de plus le problème et peut-être identifier certains éléments qui nous permettent d'avancer dans cette lutte contre les violences sexuelles. Merci beaucoup. Monsieur le directeur du bureau État de droit pour l'Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer,
Monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, chargé de la protection des enfants, Monsieur le procureur Mbacké Fall, Madame la présidente d'honneur de l'AGS, Dior Fall, Mesdames, Messieurs, en vos 4 rangs, en tant que présidente de l'Association des femmes juristes sénégalaises, c'est un honneur pour moi et un immense plaisir de participer avec la Fondation Conrad, la Fondation Conrad à cet atelier sur l'examen des défis de l'application des lois protégeant la femme des violences sexuelles. C'est un honneur et surtout un plaisir, et surtout une reconnaissance de l'activité de la société civile sénégalaise en général, mais également particulièrement de celle de l'Association des femmes juristes sénégalaises. Cette association, l'une des doyennes de la place, fondée par d'éminents juristes, procureurs et juges depuis 50 ans, qui s'est toujours évertuée à sortir de l'ornière la femme sénégalaise, particulièrement, et la femme tout court avec un grand F. Cette femme victime, comme le disait un secrétaire général des Nations Unies, que de toutes les infractions commises par le monde, celles commises contre les femmes sont les plus répandues. Et également, ce sont celles qui sont les moins réprimées. C'est un constat donc général et qui fait que l'Association des juristes n'a jamais baissé les bras pour venir à bout avec l'aide et l'assistance de nos attaches institutionnelles naturelles dans notre pays, que sont le ministère de la Femme et le ministère de la Justice, puisque nous parlons de droit, nous parlons de protection de droits, nous parlons de protection de droits sociaux, civiques et civils de la femme. Ces deux ministères donc, étant nos partenaires naturels au niveau national et les institutions internationales et les ONG qui nous aident. C'est un défi qui reste à relever, plusieurs défis. Et comme l'a dit Monsieur le secrétaire général adjoint, il est temps, je ne dirais pas il est temps, que nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup de pain sur la planche pour examiner, pour identifier les écueils, identifier les défis qui font que la femme n'arrive pas encore à jouir de tous ses droits, ses droits à l'intégrité physique, ses droits à l'intégrité morale et économique, ses droits à la protection de ses droits, etc. Donc, je pense que la journée d'aujourd'hui sera vraiment fructueuse pour nous, puisque nous aurons, en plus de la société civile, nous aurons les instances internationales. Nous bénéficierons de l'information et de la formation de cette instance internationale sur l'état de droit, sur le point, sur l'évolution des conventions internationales. Et nous, au niveau interne, nous pourrons évaluer les écueils. Qu'est-ce qui bloque l'internalisation des lois favorables à la femme au niveau de nos États? Nous avons un pays qui, je peux le dire, puisque j'ai fait quand même pas mal d'années dans l'administration, et peut être qualifié de champion de la ratification des conventions internationales. Mais le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'application au niveau interne. Et cette application, les associations de la société civile vivent les difficultés de cette application au quotidien, puisqu'elles sont en contact direct avec les populations à la base, avec celles qui sont concernées, les populations vulnérables, qui sont vraiment les plus grandes victimes de ces violences sexuelles et de ces violences d'une manière générale. J'espère que la journée d'aujourd'hui nous apportera des solutions, des solutions et des voies à suivre pour éradiquer ces violences-là. Merci pour votre attention. Du Bureau État de droit en Afrique subsaharienne francophone de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, procureur du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, Madame la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Monsieur le premier avocat général près la Cour suprême, Madame la présidente d'honneur de l'Association des juristes sénégalaises, Mesdames et Messieurs, chers experts et distingués invités. C'est pour moi un plaisir de venir ce matin présider cette importante conférence, cet important atelier dont le thème porte sur la protection des droits des femmes en 2023. Promesse ou réalité? Je dois rappeler que la question des droits des femmes est au cœur des préoccupations de l'État du Sénégal, comme cela a été évoqué tout à l'heure.
Et cette rencontre constitue un moment opportun pour faire l'évaluation des droits des femmes afin d'identifier d'abord les acquis, parce qu'il y en a qui sont très importants, les défis aussi qui sont liés à leur promotion, à leur protection. Par la même occasion, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité ici, chez Ringo, à prendre part à cette activité en tant que juriste, mais aussi en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice. Son Excellence M. Macky Sall, à travers sa vision exprimée dans le plan Sénégal émergent, notamment axes 2 et 3, a très tôt placé la problématique des droits des femmes au centre de la gouvernance de l'État. L'essentiel des conventions pertinentes protégeant les droits des femmes, les droits de l'homme en général, mais les droits de femmes en particulier. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, etc. Il s'y ajoute que le Sénégal est signataire de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et du protocole de la Charte relative aux droits des femmes en Afrique. Tous ces textes internationaux et régionaux trouvent leur consécration dans la Constitution sénégalaise, qui pose le principe de l'élimination et la condamnation de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Tout à l'heure, mon cher Ringo, vous rappeliez que dans la Constitution du 22 janvier 2021, il est reconnu dans le préambule que la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes fait partie intégrante de la Constitution. Ainsi, divers instruments législatifs ont été aussi adoptés dans le but de renforcer le dispositif de promotion et de protection des droits des femmes. Beaucoup, on peut en citer certainement quelques, notamment la loi du 16 juillet 2015 qui autorise le président de la République à ratifier la Convention de l'OIT sur la protection de la maternité. Les exigences de la loi sur la parité qui ont été reprises notamment en 2018 dans le Code électoral, avec un accent sur la participation des femmes dans les sphères publiques et instances de décision. C'est la fameuse loi sur la parité au Sénégal qui a beaucoup promu la représentativité des femmes dans les instances de décision, notamment les assemblées électives et semi-électives. Et la loi du 10 janvier 2020 qui a criminalisé les actes de viol et de pédophilie. La loi 2022-02 qui complète certaines dispositions du Code du travail est relative à la protection de la femme en état de grossesse. La loi 2022-03 qui révise et complète certaines dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination des femmes au travail. En plus de l'arsenal juridique évoqué, le gouvernement a pris des mesures et politiques publiques d'amélioration du dispositif de protection et de promotion des droits des femmes, en éliminant toutes les restrictions au travail des femmes avec l'interdiction du licenciement de la femme en état de grossesse, en mettant en œuvre des programmes de renforcement des capacités techniques, managériales et de financement pour élever les niveaux de participation des femmes dans les sphères publiques et instances de décision, en rendant effective l'institutionnalisation du genre dans les administrations publiques, qui a connu des avancées significatives avec la création des cellules genre et équité dans tous les ministères, en travaillant sur l'harmonisation de la législation sénégalaise avec les prescriptions du protocole de Maputo, sur le renforcement de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Mesdames et messieurs, l'organisation de cette conférence internationale nous conforte dans la voie résolument engagée par l'État de faire de la promotion de la protection des femmes une réalité et non pas seulement une promesse. Cet atelier est une opportunité de revisiter l'ensemble des instruments juridiques pertinents et des efforts qui sont consentis par l'État. Le département de la justice, conformément à la vision du président de la République, est engagé dans la voie d'une meilleure prise en charge de la répression de certaines infractions et d'une justice juvénile plus protectrice, clairement affirmée par la circulaire de la politique pénale générale. Dans la perspective, l'adoption de la loi du 10 janvier 2020 sur la criminalisation du viol et de la pédophilie constitue une avancée majeure dans la protection des femmes. Aujourd'hui, la mise en œuvre effective de la loi a contribué à la répression du viol et de la pédophilie avec la procédure d'instruction obligatoire, l'exclusion au bénéfice de la grâce, du bracelet électronique, de la liberté conditionnelle pour les personnes condamnées pour faire de viol ou pédophilie. Par ailleurs, il me plaît de rappeler que le dispositif de protection judiciaire s'est renforcé
et nous avons instruit l'ensemble des parquets à l'application scrupuleuse des dispositions de l'article 294 et suivant du Code pénal, qui interdit une peine assortie de sursis en cas de coups et blessures volontaires à l'encontre d'une personne de sexe féminin ou une personne particulière vulnérable en raison de son état de grossesse. Ainsi, la politique pénale du gouvernement est extrêmement claire et les procureurs restent très vigilants sur le traitement de ces affaires qui impliquent les femmes. La dénonciation de violences basées sur le genre peut nécessiter l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, comme c'est le cas pour les affaires de viol depuis la criminalisation de cette infraction. C'est pour dire que le dispositif de protection judiciaire est bien en place et régulièrement appliqué dans le respect des principes directeurs du procès pénal, notamment la présomption d'innocence, le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense. Les services du ministère de la Justice œuvrent au quotidien pour prendre en compte les recommandations issues du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et mènent des activités de sensibilisation et de vulgarisation des droits des femmes. Mesdames et messieurs, pour terminer, je suis persuadé que la tenue de cette rencontre est venue à point nommé, au vu des différentes thématiques déclinées dans le programme sur la protection des droits des femmes. Avec la contribution des experts et panélistes, les échanges seront fructueux et nous restons attentifs à toutes les recommandations issues des travaux de cette journée. C'est par cette note d'espoir que je déclare ouverte la conférence internationale sur la protection des droits des femmes en 2023, promesse ou réalité. Je vous remercie de votre aimable attention.